C'est comme avant le spectacle, il y a un moment où les voix s'apaisent et on se dit ça va commencer. En plus, on est déjà pas tout à fait à l'heure, hein, et il y a une galette qui nous attend. Et on a un bon moment à passer ensemble, commencer par vraiment vous dire à tous très très bonne année 2023. Et c'est ça qu'on fête ensemble ce soir, rejoint par Anne. Merci, merci, merci. Nous allons commencer par un film qui nous replongera dans nos meilleurs moments de 2022. Nous aurons ensuite des synagos très valeureux, très engagés, qui vont nous faire partager un certain nombre de choses, de leurs passions associatives. Et puis nous aurons quelques prises de parole, mais promis, dans pas trop longtemps, on sera autour de la galette. Merci, à tout de suite.
Merci à Adeline et Benjamin du service communication pour ce petit film. Je me présente, Mathias Ocar, adjoint à la communication et à la culture. Bienvenue. Vous l'avez vu, on a voulu donner cette année 2023 sous l'orientation du partage. Et le partage, c'est vraiment important aujourd'hui dans le sens où, on l'a bien vu, on a tous eu tendance un petit peu à se recroqueviller derrière nos réseaux sociaux, derrière Netflix, derrière nos problèmes qu'on a tous chez nous. Et l'idée, effectivement, faut sortir de notre coquille. Et on l'a bien vu à travers ce film, les synagogues sont sortis de leur coquille en 2022. Il était peut-être un peu plus en 2020, 2021, un peu comme tout le monde, de force. Mais ils sont sortis de leur coquille en 2022. Et c'est ça qu'on voulait honorer ce soir, à travers cette notion de partage. Et l'idée derrière cultivons le partage, c'est-à-dire effectivement, ne tendons pas vers nos penchants un peu faciles de restons chez nous, sortons et redonnons du sens aussi au fait de vivre ensemble, parce que partager, ça veut dire qu'on a des choses en commun. Et c'est ça qu'on voulait souligner ce soir, à travers plusieurs choses. D'abord ce petit film qui retrace effectivement des temps forts de 2022, mais aussi par exemple par ce panneau que vous voyez là, qui a été créé par 2 artistes synagos pour les 10 ans de Grain de Sel qu'on a fêté l'automne dernier, et qui ont partagé leur toile avec les élèves des écoles de Séné, qui sont chacun venus apporter une fleur. Et cette toile que vous voyez là, elle est la couverture de l'agenda 2023 que vous avez tous reçu dans vos boîtes aux lettres. Donc là aussi, un peu de lumière pour cette année 2023, ce qu'on voulait vous souhaiter. Pour illustrer ce partage 2022, on va faire appel maintenant à plusieurs personnalités qui sont sorties de leur coquille en 2022. Peut-être qu'ils n'étaient jamais rentrés, mais en tout cas ont participé à cette notion de vivre ensemble et je prends du temps, de mon temps pour le collectif. On va commencer par monsieur Mathieu Liévois qui va nous parler d'un projet qu'on a mené en 2022 autour d'une cabane ostréicole. Mathieu. Bienvenue. Bonsoir. On peut s'asseoir, hein. Ah oui, comme à la télévision, hein. On est filmé en plus, hein, donc Mathieu, en fait, vous avez participé à un projet qu'on a proposé, Mairie de Séné, avec 2 jeunes architectes, pas facile à dire, hein, 2 jeunes architectes synagos qui, sortis de leur école, sont venus voir la municipalité et ont dit on a vu une cabane ostréicole, c'est un patrimoine synago, un patrimoine du parc naturel régional aussi, qui est intéressant. On réfléchit à comment repenser des matériaux pour construire et rebâtir. Est-ce que ça vous intéresserait qu'on bosse là-dessus? Alors, on est un peu fou, on a dit oui, nous, très vite, sans se rendre compte effectivement des difficultés administratives, etc. Mais on a abouti et surtout, vous allez nous parler de ce projet auquel vous avez participé. On voit quelques images là, oui. Avec l'atelier Grappin. Donc, Léo et Mathilde sont venus me voir. Donc moi je suis potier céramiste à Séné, donc ils sont venus me voir en disant ça serait bien éventuellement qu'on puisse profiter de tes compétences pour éventuellement faire des parties pour la construction de leur projet fait avec des produits de récupération locale. Donc sur le coup je voyais pas trop, puis très vite ça m'a intéressé parce que c'est un peu un de mes projets avec les élèves que j'ai dans mon petit centre de formation sur la céramique, de pouvoir utiliser des produits très locaux. Donc ça a été vraiment du coup la chance de pouvoir commencer concrètement avec leur projet. Donc je trouvais ça très intéressant d'utiliser et des coquilles d'huîtres qu'ils avaient récupérées et des bouts de curage et du porc. Donc on est bien sur du matériau qui a vocation aussi à se transformer avec le temps. On n'est pas sur quelque chose de pérenne, on est sur de l'expérimentation également. Tout à fait. Donc j'en ai profité avec mes élèves de faire toute une recherche sur ces matériaux pour voir comment on pouvait les transformer finalement
pas vraiment en terre d'argile, mais en matériaux qui étaient malléables pour fabriquer les tuiles. Donc on a mis à peu près 3 mois à mettre au point ce matériau. Et puis après, ce qu'il fallait, c'était, dans le projet, c'était que ces matériaux puissent être utilisés avec des gens qui n'avaient pas beaucoup d'expérience dans ce domaine. Donc on a mis au point aussi un système pour pouvoir faire ces tuiles par estampage, c'est-à-dire pour pouvoir en faire au moins une trentaine pour pouvoir mettre sur le... Donc on voit des exemples derrière, effectivement, des travaux qui ont été faits. Alors là aussi, le principe, ça a été non pas de travailler entre spécialistes, entre architectes et puis vous, céramistes, mais aussi d'impliquer les habitants qui le souhaitaient. Plus de 250 personnes ont participé à ce projet durant tout l'été, selon les ateliers. Est-ce qu'il y a un moment particulier qui vous a marqué, qui vous a plu dans ce projet ? Ce qui était intéressant, c'est justement c'était d'accueillir dans mon atelier des synagos que je ne connaissais pas, et donc j'ai appris à connaître, et de pouvoir transmettre finalement, de pouvoir faire quelque chose qui paraîtrait relativement compliqué, mais avec des matériaux simples, on pouvait arriver à faire... des tuiles qui pourraient paraître avoir comme ça compliquées à faire, mais non, c'était relativement simple avec ces matériaux de base, quoi, finalement. Et c'est surtout ça qui m'intéressait, c'est de s'apercevoir que finalement, les matériaux qu'on utilise, souvent on les achète chez des spécialistes, et c'est des matériaux qui peuvent venir de très très loin. Moi, j'utilise des matériaux qui viennent d'Australie, et je trouve ça aberrant, alors qu'on peut très bien avoir des matériaux sous nos pieds. Et ça, c'était intéressant, cette démarche. Donc une redécouverte aussi des ressources qu'on a localement. Oui, tout à fait. Alors les ressources à la fois des matériaux, mais les ressources humaines aussi, parce que vous voyez qu'un tel projet est capable de mobiliser pas mal d'habitants, Voilà, se permettre de se rencontrer aussi, et puis de valoriser un patrimoine, effectivement, qui est plutôt intéressant. Et finalement, le parc nous a accompagnés là-dessus, la DDTM aussi. On a réussi finalement ce projet, et je pense que voilà, ça peut donner des idées aussi pour le reste du patrimoine effectivement ostréicole du PNR, qui est un patrimoine bâti en soi, qui n'a pas un grand intérêt parce que le matériau à la base, il y avait de l'amiante qu'il a fallu enlever, c'est du parpaing, mais en termes de paysage, ça a du sens. Eh ben écoutez, merci pour votre témoignage et votre engagement dans ce beau projet. Merci. Autre projet autour du partage, là aussi à l'initiative et sollicité par la collectivité, autour de la réfection de la place Cofornic. Alors la place Cofornic, c'est la place effectivement qui part de la mairie, qui mène jusqu'au théâtre de Verdure et la salle des fêtes, pas très loin d'ici pour ceux qui ne connaissent pas. Et ça faisait longtemps déjà qu'on souhaitait refaire cette place. Et comme à notre habitude, voilà, on ne décide pas entre élus ou entre techniciens sur un coin de table de comment on va refaire la place. On sollicite d'abord les habitants, et notamment les riverains, mais pas que. Donc il y a tout un groupe de projets qui a été constitué. Donc je vais demander à Tristan Texier, s'il vous plaît, de venir nous rejoindre pour nous parler un petit peu de ce projet. Alors Tristan, qui pour le coup est riverain de la place. Bienvenue Tristan. Bonsoir. Bonsoir. Donc effectivement, on a proposé un groupe projet autour de la réflexion de cette place. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous impliquer effectivement dans ce projet pour réaménager la place ? On va voir quelques images. Eh ben d'abord, merci de nous avoir sollicités, parce qu'effectivement, on était content de pouvoir être au cœur du réacteur en participant à cette réflexion. Et moi, ce qui m'a motivé, en tant qu'habitant de la place, j'étais concerné de près. Donc c'est d'abord ça qui m'a motivé. Et puis ensuite, au fur et à mesure des rendez-vous qui nous ont été proposés sur quelques mois, eh bien, on s'est pris au jeu de cette réflexion avec les voisins, à réfléchir à ce que pouvait être l'avenir de la place et sa fonction finalement. Et alors du coup, cette avancée, c'était laborieux, c'était facile, il y a eu des débats tendus, comment... Oui, c'est effectivement... Dites-nous en toute franchise. En toute franchise, le travail collaboratif était difficile. Parce que mais on a été bien accompagné par le représentant de l'entreprise, dont je ne me souviens plus du nom,
qui a été missionné pour nous accompagner. Il a fallu faire preuve de patience, de diplomatie, etc., pour que chacun puisse s'exprimer et puis conjuguer avec les intérêts des uns et des autres pour arriver à quelque chose de commun et qui satisfasse tout le monde. Alors l'esprit de la place, effectivement, il est autour du partage, dans le sens où avant c'était juste une place sans vraiment de marquage, hein, beaucoup de voitures, pas de place pour les piétons, des trottoirs trop petits, pas de verdure. Là, l'idée, effectivement, c'était de repartager l'espace, laissant bien sûr toujours les voitures, parce que on ne peut pas s'en défaire, mais donnant de la place, notamment aux piétons, aux personnes à mobilité réduite, aux poussettes également. Ça a été d'un commun accord de tous, j'imagine. Oui, c'est ça. Alors, je vais pas revenir sur toute notre réflexion, mais l'objectif était de faire un lien avec comment dire, le théâtre de verdure d'un côté et puis la plaine qui est de l'autre côté. Donc, j'ai perdu le nom aussi. Je suis nouveau synagogue, vous m'excuserez. Tout aussi en prenant en considération la construction du cabinet médical, donc la circulation des véhicules, la salle des fêtes qui est derrière, et puis nous, résidents, par la même occasion. Donc voilà, revoir le sens des circulations sur un tout petit espace aussi, malgré tout. Donc il fallait revoir les choses mieux que ce qu'elles pouvaient être avant, où c'était un peu anarchique, justement. Voilà. Alors qu'est-ce que vous retirez de cette expérience ? Que, je l'ai dit, c'était un travail collaboratif compliqué, voilà, et constructif malgré tout, entre voisins essentiellement, puisque les personnes qui ont participé à ce groupe de travail étaient des gens qui étaient directement concernés, de près ou de loin, mais essentiellement des gens du bourg, je dirais. Donc voilà, je pense qu'il en est ressorti quelque chose de plutôt positif et de convenable pour tout le monde. Très bien. Écoutez, merci. Et puis bravo pour cette belle place qu'on va pouvoir... qu'on devrait inaugurer quand, Madame la maire ? On devrait l'inaugurer quand, cette nouvelle place ? Dès que c'est fini, Bientôt, là. Non, mais on veut faire la fête, c'est pour ça. Merci. Parce qu'on va manger un peu de galette tout à l'heure, mais on se projette sur les prochains moments où on pourra boire aussi un verre. Alors, quand on parle de partage, bien évidemment, on ne peut pas omettre... le sport, qui a un temps de partage important, surtout le sport collectif, où on est obligé de se passer le ballon, parce que sinon ça ne marche pas. Donc c'est un partage un peu obligatoire, mais bon, c'est dans l'esprit et c'est dans la bonne idée. Alors 2022 a été marqué par le football, entre autres, mais comme chaque année est marqué par le football. Donc on va demander à Philippe Kerlidou, qui est président du FC Séné, de nous rejoindre. Parce que 2022, le FC Séné a fait encore un beau parcours. Alors pas aussi beau qu'en 2017, quoique, où on a fini à la Rabine face à Lorient. Oui, alors ça c'est du passé, parce que... oui, mais ça reste dans les mémoires. Mais le passé est intéressant parce que le palmarès d'un club de foot comme le nôtre, ou comme les nôtres en amateur, ce palmarès se construit donc avec la Coupe de France notamment. Le quotidien, le championnat, donc ça monte, ça descend, il y a des niveaux, etc. Mais le vrai palmarès, donc, il se construit à partir effectivement donc, de performances en Coupe de France. Et cette année, donc, on n'a pas fait la même performance qu'il y a 5 ans. Pas loin. On n'était pas loin, effectivement, à un tour près. Ouais. Un tour près, ouais. Mais il n'empêche que donc, le parcours est intéressant. Il est intéressant parce que donc, il nous permet de mettre en lumière le club à un certain niveau. Il permet aussi donc, de mettre en lumière non seulement le club mais la ville. C'était le cas donc sans doute un peu plus il y a 5 ans, mais j'espère qu'on rééditera ces parcours donc à l'avenir bien évidemment. Mais toujours est-il que donc la Coupe de France c'est une exception pour tous les petits clubs amateurs. Il faut savoir qu'au départ, quand ça démarre au mois d'août, c'est 7400 clubs qui sont engagés, donc c'est énorme. À l'arrivée, il n'en reste qu'un, donc 2 pour la finale. On n'est pas concerné par ce bientôt. Par ce niveau-là. Oui, un jour, oui. Mais gravir des échelons, c'est intéressant parce que il y a des paliers différents qui nous amènent justement donc à se surpasser. Alors, il faut savoir que donc le premier volet, c'est le 4e tour de la Coupe de France. La Fédération française de football donc fin dot et accompagne au plus près donc la Coupe de France. Donc les médias donc également sont très très présents, si bien que donc il y a un grand effet donc communication autour de ça.
Et quatrième tour, c'est l'occasion pour les clubs de récupérer des équipements. Donc ça, c'est la première chose. Donc forcément, donc les 4 premiers tours sont très acharnés. C'est très difficile. C'est un intérêt matériel alors. C'est un intérêt matériel dans un premier temps. Il y a un nivellement des valeurs qui se fait, donc et si bien qu'on soit donc en dessous donc du club que l'on joue, ça n'a pas beaucoup d'importance parfois. Donc l'exploit se réalise grâce à cette motivation-là, cet engagement-là. Donc et c'est toujours intéressant. Et puis il y a le 7e tour. Alors là, on n'est plus sur le matériel, donc on va au-delà parce que le 7e tour, on parle de finances là. La fédération donc dote les clubs donc sur le plan financier et ça devient intéressant parce que donc on participe aussi donc à ce qui se passe donc sur le plan global avec une répartition donc des recettes, etc. Donc et pour un club comme l'autre, c'est très très intéressant. Et est-ce que là, le long de ce parcours, vous avez senti la ferveur synagogue augmenter ou... Alors c'est l'intérêt même et puis l'avantage de jouer la Coupe de France et de passer des tours, car on sent donc... alors, il y a aussi l'effet tirage. Il faut qu'on ait de la chance au tirage. Si on joue sans arrêt à l'extérieur, effectivement, donc c'est le club adverse qui en profitera un petit peu plus, forcément, même s'il y a un partage des recettes à un moment donné. Mais enfin bon, jouer à domicile, c'est intéressant. Il faut savoir que les 4 premiers tours, on les a joués à l'extérieur, dont l'avant-dernier dans le Finistère, à Fouesnant, l'autre, le suivant, donc en Ille-et-Vilaine à Vitré. Avant de recevoir donc pour le 6e tour et le 7e tour. Donc pour nous, c'était une aubaine formidable de recevoir. Et là, il y a eu un vrai engouement, effectivement. On a réalisé à peu près, donc en termes de spectateurs, avec des invitations aux alentours de 700, 800, donc sur le dernier match, donc à l'EDERF. Donc c'est quand même quelque chose qui parle, quoi. C'est intéressant. Alors, ce parcours-là vous a permis peut-être, en tout cas aussi le parcours historique de 2017, de trouver des fonds pour le projet qu'on voit derrière nous, là, qui vient de... Alors juste une dernière chose sur le parcours Coupe de France de cette année, puisque donc vous avez parlé donc de notion de partage. On a décidé donc avec notre bureau, avec mes collègues, on a décidé, alors aussi donc je ne suis pas président, je suis co-président, je vais préciser, donc nous sommes 2, 350 licenciés à gérer, c'est compliqué, donc 2 c'est plus facile. Et on a décidé donc d'augmenter les produits donc, de la buvette sur le dernier match à l'EDERF, sachant qu'on allait faire du monde, de 50 centimes, pour pouvoir donc reverser cette somme en totalité donc, aux associations qui portent donc, la recherche donc, sur les maladies. Et c'est bien que donc, on a pu reverser donc, intégralement la somme de 1 000 € partagée en 2, donc à Sénéthon et à la Ventelle. À Sénéthon, d'accord. C'est ce qu'on a tenu à faire, on l'a fait, donc on en est très fiers et très heureux, bien évidemment. Vous avez raison de le souligner. Effectivement, c'est une notion de partage, effectivement, voilà, en dehors du terrain aussi. On est un peu dans le sujet, effectivement. Ouais. Et donc là, voilà, une photo d'illustration de tout nouvel outil dont vous êtes doté. Oui, ça c'est... Et il y a déjà du monde dessus. Oui, il est opérationnel depuis quelques jours, hein, c'est pas vieux. Alors, comment est née cette idée-là? Donc c'est, pardon pour tout le monde, c'est un terrain d'entraînement pour 10 joueurs, c'est 2 x 5. C'est un mini terrain synthétique, ce n'est pas le terrain synthétique grandeur nature que l'on attend, vous savez bien, on en a parlé donc, avec Sylvie. Ça, c'était sûr. Et on en reparlera encore parce que c'est franchement donc, une nécessité absolue pour nous. Alors, nous sommes encore sur 3 semaines d'arrêtés municipaux, donc on ne peut pas utiliser les terrains. Et c'est grave dans la mesure où on joue le championnat la semaine prochaine, donc c'est compliqué. Nous en rediscuterons. Donc cette idée-là est née un petit peu de tout ça aussi. C'est né de cette réflexion, c'est-à-dire donc en attendant que nos élus, donc, mais vous avez bien compris l'enjeu, se disent ok, donc on va le faire, on va y aller. Est-ce qu'on n'a pas la possibilité donc de construire quelque chose donc d'intermédiaire qui puisse nous permettre de libérer un tant soit peu donc les terrains en herbe quand c'est le cas comme actuellement donc où on a énormément de pluie, ils sont quasi impraticables. Et aussi donc pour nos jeunes, donc le mercredi, les voir jouer dans les bonnes conditions, etc. Donc on a mené une réflexion sur le sujet qui a été assez longue, qu'on a mûrement réfléchi et qui s'est faite en plusieurs étapes. D'abord donc le coût, savoir donc, le coût, le financement, et également donc lorsqu'on a donc bâti tout ça, parce que donc on a réussi à mettre en place un plan de financement. Vous voir, les élus, donc pour que vous nous accordiez le fait qu'on puisse être en maîtrise d'ouvrage pour pouvoir donc gérer cet espace-là. Donc vous nous avez accordé donc une AOT et qui nous permet justement donc de pouvoir donc travailler en toute liberté et surtout donc on a pu aussi construire donc
à notre guise, donc, ce terrain, donc, avec le plan de financement, donc, qui a été bâti sur la base de... C'est un mini-terrain, mais qui coûte quand même assez cher, sur la base de 210 000 €. Donc c'est pas neutre. Mais grâce aux différentes institutions et subventions donc, dont on a bénéficié par la Fédération française de football, par Van Agglomération, par le département, donc, et son président David, que j'avais rencontré, par l'Agence nationale pour le sport également, et puis donc un concours bancaire pour être dans la transparence, et également nos fonds propres. On suffit donc à boucler l'opération, et donc ça a donné ça. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, donc on peut jouer sur ce terrain. Alors, il est en noyau d'olive, hein, c'est ça? Alors oui, on a tenu aussi pour que le cahier des charges corresponde donc à ce qu'on attend donc de l'environnement aujourd'hui, donc dans ces structures, et puis que ça réponde donc un peu à ce que cherche tout le monde. On a mis du noyau d'olive. C'est des fibres qui se font 2 cm, qui sont remplies par du sable sur 1 cm, du sable très très fin, et par un remplissage donc en finition en noyau d'olive, donc qui n'est pas polluant d'une part, et d'autre part donc en entretien, donc c'est très simple parce que il n'y a pas besoin d'eau, donc quelque part, donc aussi aujourd'hui c'est tellement important que il faut le souligner. On a simplement besoin d'un réseau électrique, donc puisque donc on a un éclairage en lampe LED, donc, avec donc forcément moins de puissance électrique et moins de demande. Donc ce terrain-là, donc il est praticable donc à hauteur de 10 personnes en adulte, 5 contre 5, donc ça limite quand même la notion d'entraînement, parce que donc il y a une rotation qui doit se faire en permanence pour pouvoir donc faire utiliser un peu tout le monde. Avec les gamins le mercredi, donc comme c'est les plus petits gabarits, on peut en mettre donc 14 ou 15 quasiment. Voilà. Bah, merci pour ce beau nouvel outil et votre témoignage. Merci. Ah, merci. Merci. Alors, on s'était engagé pendant notre campagne à mettre en place des projets participatifs, des projets citoyens dans ce mandat. Ce que nous avons commencé en 2022, où plusieurs habitants proposent effectivement des projets à mettre en place sur l'espace public, avec des enjeux d'intérêt général, hein, bien évidemment. Donc certains, les premiers, les pionniers, on va dire, des projets citoyens sur Séné ont pu se mettre en place en 2022. Et je vais demander à Madame Christine Verdury de me rejoindre pour nous parler d'un projet qu'elle a proposé, qui a été choisi et qui a été mis en place. Alors, il y en a d'autres hein, qui sont en cours, parce qu'une fois que l'idée est validée, le temps de mettre en place, etc., ça prend un peu plus de temps. Vous, le vôtre, c'est celui qui a été mis en place en premier. Oui. Vous êtes the pionnière. Bonsoir à tout le monde. Moi, j'étais pionnière, oui, d'autant plus que c'était la première année que j'habitais à Séné. Moi, j'ai cumulé, donc Alors, le premier projet. On le découvre derrière, mais avant toute chose, donc c'est une barque à lire. Hein, dites-nous un petit peu votre projet. Qu'est-ce qui vous a motivé pour répondre à cet appel à projet? Et votre projet, présentez-le nous. Ce qui m'a motivée, en fait, c'est que, étant toute jeune dans le quartier, je me suis aperçue tout de suite que je suis assez lectrice, j'aime beaucoup les livres. J'en ai beaucoup manqué quand j'étais jeune. Alors vous habitez à Cœur de Poulfand. Hein. Oui, au Cœur de Poulfand. Donc c'est pour ça que je suis très très sensible à ça. Et donc je me suis aperçue que dans le quartier du Poulfand, il n'y avait aucune boîte à livres. La seule que j'ai vue au départ, c'était celle du parc de Toanic, qui est toute petite, mais qui sert beaucoup, à mon avis. Donc voilà, donc j'ai été motivée par ça. J'ai proposé cette barque à livres. On en a discuté entre plusieurs personnes. Et nous avons choisi la forme de barque pour rappeler un petit peu le côté maritime de Séné, parce qu'on est quand même assez éloigné du port Anna, du bourg, etc. Donc voilà, c'est comme ça qu'est partie cette idée. Alors, c'est vous qui l'avez dessiné? Non, pas du tout. Vous dessinez pas? Non. C'était juste le concept. Voilà. Mais bon, j'ai été dans d'autres endroits pour faire des photos de certaines barques. Et donc, je m'étais inspirée aussi d'une barque qui se situait à Auray, qui était en forme de barque aussi. Donc, j'ai fait des photos et après, on a communiqué aux personnes qui souhaitaient nous construire la barque. Alors, comment s'est passée cette mise en place et pour vous ce projet? Ça a été compliqué parce que effectivement, vous étiez dans les premières. Racontez-nous comment ça s'est passé. Non, ça n'a pas été compliqué parce que moi, j'ai travaillé avec la Maison des Habitants, donc j'ai été très bien entourée.
J'avais une autre dame avec moi qui m'aidait. Et donc, on a cherché des gens qui pouvaient nous construire cette barque. Donc, c'était un petit peu long parce que c'est souvent des associations en réinsertion de personnes qui ont des problèmes. Donc, en fait, ils étaient surbookés à cette époque-là. Donc, on a attendu un petit peu, mais sinon, ça s'est très, très bien déroulé. À partir de l'instant où on a trouvé cette entreprise qui s'appelle le Lever de Rideau à Redon. D'accord. Voilà. Et alors, l'emplacement, c'est vous qui l'avez défini? Comment il a été déterminé? Il a été déterminé, mais on avait fait plusieurs endroits et on avait soumis avec une amie, on avait fait tout le quartier, on a pris des photos et puis on a proposé ça à la maison des habitants. Et puis là, à l'endroit où elle se trouve, à mon avis, c'est parfait parce qu'elle n'est pas très loin de la future maison des habitants quand elle sera construite. Et donc, c'est un lieu de passage très important. Maison des habitants qui va commencer à se construire là cette année. Effectivement, alors elle va être juste à côté. Alors, est-ce que quand vous regardez ça, est-ce que vous êtes contente du résultat ou c'est pas ce que vous aviez en tête ou c'est conforme? Est-ce que vous êtes fier de vous ou Oui, vous dites oui. j'aurais vu ça finalement autrement Ah ou non, faudrait pas du tout, faire non, non. elle me plaît beaucoup. Bon, le seul petit souci qu'on a eu, mais qui va être résolu, c'est qu'elle n'a pas de porte aujourd'hui. Donc, vu les intempéries... Ça fait réagir. Il y a des gens qui réagissent. Donc, bon, c'est un petit souci qui va être résolu très rapidement. Donc, mais sinon, je la trouve très belle et elle me plaît très très bien. Bon. Et alors, est-ce que vous y allez régulièrement pour voir si les livres bougent? Non, justement, pour être honnête, j'ai été rechercher tous les livres, parce qu'avec la pluie, voilà. Donc j'ai été rechercher tous les livres et je les ai tous fait sécher sur mes radiateurs. D'accord. Et donc pour l'instant... Donc on attend les portes. J'attends les portes, et puis les livres sont chez moi. Bon, mais ils sont pas trop aussi, ils sont un peu... Ils sont un petit peu, oui, un peu abîmés. Un peu Il y en a écornés. certains que j'ai dû jeter, mais disons que j'ai gardé quand même une grande quantité. Bon, bah c'est ça les pionniers, ça essuie les plâtres et les livres aussi, alors pardon. C'est pas très grave, ça va être résolu très rapidement. Bon, bah en tout cas, mais merci beaucoup en tout cas d'avoir proposé ce projet aux habitants. Alors il y a d'autres projets en cours et puis un nouvel appel à projet qui est proposé au vote des habitants là, depuis 2-3 jours. Alors on en voit un autre, là c'est un coffre pour ranger les outils du jardin du presbytère, hein, qui est un jardin partagé. Il y a d'autres projets de ce type qui sont en suggestion de vote aussi, notamment de ce type de caisse pour proposer des jeux de plage, il me semble, effectivement, pour éviter aux parents qui arrivent avec les gâteaux, les enfants, etc., l'appel, les seaux. Bah, si on se partageait l'appel et les seaux et on les laissait sur la plage une fois qu'on a fini pour les suivants. Donc c'est l'idée plutôt sympa, ce qui permet aussi aux parents et aux enfants d'être moins chargés et de venir à la plage non pas en voiture mais à vélo. Donc on verra si c'est ce projet-là, parmi d'autres, hein, est choisi ou pas. Mais donc effectivement, ces appels à projets, chaque année, il y en aura avec un budget alloué, chaque année un peu plus important. Alors on ne pouvait pas parler de partage sans inviter les amis de Carardenne, Samuel Le Galli qui est là. Pour plusieurs raisons, on souhaitait inviter les amis de Carardenne parce que d'abord c'est une association hyper active, c'est né depuis toujours, et qui, même si elle est située dans un petit village de Carardenne, ne se préoccupe pas juste de son petit village. Alors vous agissez au sein du village, mais surtout pour le rayonnement global de la commune et pour toutes les actions. Hein. Dès qu'il y a de la fête, en fait, vous êtes là. Oui, on essaye de participer au maximum aux différentes activités sur la commune. Surtout quand il y a la fête. Surtout quand il y a la fête, évidemment. Ouais. On essaye de participer aussi. On a participé au Sénéthon, par exemple, cette année, avec une calèche et un cheval pour faire le tour de la commune, pour essayer de récolter des dons. Pas plus tard que hier, on a fait une marche nocturne aussi entre le village de Carardenne, de Michotte, de Cressignan, retour à Carardenne, avec des chanteurs. Oui, une marche que vous faites chaque année au moment de Noël. Ouais. Exactement, voilà.
Alors, nous, ce qui nous a surtout plu cette année, c'est que vous avez réouvert un peu l'esprit de fête générale à Séné, notamment avec la grande festivité de la fête des Deux Cales, le retour de la fête des Deux Cales, qui n'avait pas pu se faire depuis plusieurs années. On en voit là les images. Alors, la fête des Deux Cales, c'est la fête commune avec Saint-Armel, où il y a notamment le moment du tir à la corde. Exactement, que les élus de Séné ont brillamment gagné. Ah oui, on a gagné cette année, effectivement. Comme souvent. Oui, donc je crois que c'était la première grosse fête sur la commune Oui. depuis l'époque Covid. Bien sûr, oui. Donc quand on a relancé ça, on était un peu dans le doute parce que c'était au mois de janvier qu'il a fallu commencer à préparer tout ça. Donc on ne savait pas trop comment que ça allait se passer. Bon, finalement, on a réussi à faire, je crois, une belle fête. Oui, de la début ville de juin. tous, c'était Voilà. une très belle journée. Avec Ouais. le temps qui était avec nous et le monde qui a bien répondu sur les deux sites, chez nous et à Saint-Armel. Et donc, vous repartirez dans 2 ans, c'est tous les 2 ans la fête. Bah, on va essayer, il faudra se Oui, il faut- coordonner avec nos amis de Saint-Armel Ah. pour essayer de continuer cette fête, oui. Et alors, bien sûr, il y a le pardon aussi, que vous faites ça tous les ans. Exactement, tous les ans, on début fait, août. voilà, c'est ça, on fait tous les ans le pardon de Quai Ardennes. Cette année, ça a eu lieu le 7 août. Et cette année, l'année qui vient, 2023, ça aura lieu le 13 août 2023. Voilà. Vous avez déjà les annonces, vous voyez, qui sont organisées déjà 8 mois à l'avance, vous savez déjà les On dates. est déjà sur la préparation, oui, effectivement. Donc ça, c'est effectivement une fête traditionnelle aussi très sympa, alors là, qui est marquée sur l'espace, effectivement, et le lieu dit de Quai Ardennes, où tout le monde est invité. Alors, il y a beaucoup de touristes aussi qui y viennent. Pourquoi vous aimez faire la fête comme ça au moment où, je disais, tout le monde veut être derrière son Netflix, ses réseaux sociaux, tout ça, vous continuez à aller dehors et à organiser des banquets, des fêtes. Alors, le but premier de l'association, c'est quand même le maintien des traditions locales, en particulier la préservation de la chapelle. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure qu'il y a différentes fêtes qui ont commencé à démarrer sur la commune, comme la semaine du golf à une époque, etc., on a toujours été partie prenante pour participer, oui. Et à chaque fois, il y a du renouveau dans l'association. Oui, il y avait une ancienne génération, maintenant il y a une génération plus jeune, ça se renouvelle effectivement. Ouais. Bon, écoutez, un grand merci. On pensait que... Effectivement, les Amis de Quai Ardennes, comme vous avez pu le voir, c'est une association très précieuse parce que voilà, c'est la fête et le partage en permanence qui est un peu leur ligne de conduite. Alors, on peut pas parler de partage sans parler de rendez-vous réguliers qu'il y a sur la commune autour du don du sang. Donc, j'ai demandé à monsieur Michel Le Bouquin de me rejoindre. Il est là. Alors ça, on est, je ne sais pas si on est sur le partage ultime, mais on est sur un partage en tout cas précieux pour tous citoyens, précieux pour nos vies. Alors don du sang, mais aussi le don de plasma. Hein, on parle souvent que du don du sang, mais le don de plasma aussi est important. Oui, mais sur le don de plasma, pour le don de plasma, ça se fait qu'à la maison du don. Avant, s'ils faisaient le plasma était pris aussi sur la collecte, mais maintenant ils font qu'à la maison du don. Alors, monsieur Le Bouquin, donc vous coordonnez le don sur la commune de Séné. Alors, qu'est-ce qui vous motive votre engagement dans cet acte-là et dans la coordination de cet acte-là Ce qui motive, disons, tout le groupe qui est autour de moi, parce que je ne suis pas tout seul, on a été, disons, des anciens donneurs de sang. Et quand on a été sur le moment de plus pouvoir donner, on s'est investi avec l'association pour organiser les collectes. Parce que notre rôle est, on joue entre les deux, entre la mairie et puis le FS, parce que c'est le FS qui décide des dates de collecte avec la mairie, et puis après nous on nous informe de ça et nous on fait ce qu'il faut pour que les collectes se passent bien. Et quand vous dites nous, vous êtes combien nous? Oh, on n'est pas grand chose, on est juste une quinzaine. Ah oui, c'est
C'est pas mal. Oui, oui. Mais bon, c'est-à-dire que là, comme vous avez pu voir sur les journaux, en ce moment, le FS réclame pas mal de donneurs de retour parce que bon, avec le Covid, avec plein de choses, ils sont un petit peu en manque, quoi. Il y a du manque en ce moment depuis 2 ans, oui, il me semble. Ça commence à être critique. Et donc pour nous, la première collecte aura lieu le 1er février, donc dans 3 semaines. Et puis on vous engage à venir parce que donner c'est important. On aura peut-être quelquefois besoin dans notre vie de sang. Et puis c'est vrai que quelquefois on n'ose pas venir alors que si jamais on n'a pas donné notre sang encore à 55 ans, on paraît vieux, mais comme on peut le donner jusqu'à 70 ans, on a encore 15 ans à pouvoir donner quand on est en bonne santé, quoi. Ouais, voilà. Alors, il y a combien de rendez-vous de dons à Séné par an? À Séné, on a 4 collectes qui se passent. Donc la première là est au mois de février, la deuxième sera au mois de mai, la troisième sera au mois d'août et la dernière est au mois de novembre. Alors, est-ce que les résultats, le nombre de dons est satisfaisant ou on peut mieux faire? On peut toujours mieux faire de toute façon, mais on a beau faire et beau dire, ce qu'il y a d'embêtant aussi maintenant, c'est que le FS a changé son programme, c'est-à-dire que si jamais parce que les collectes se passent à la maison des associations, si vous passez par là et puis que vous voyez le camion don du sang et puis qu'il y a une collecte ce jour-là, de vous arrêter, ça sert pratiquement à rien parce que maintenant, si jamais vous voulez donner du sang, il faut que vous vous inscrivez à la maison du don à l'hôpital. Il faut prendre le téléphone et s'inscrire. Et si vous n'êtes pas inscrit, vous n'êtes pas pris. Ah, donc c'est plus compliqué. Oui, maintenant, faut si prévoir. jamais vous passez et qu'il y a des donneurs qui sont pas venus ou qu'il y a de la place, ils peuvent peut-être vous prendre, mais c'est pas sûr. Pour être sûr, il faut s'inscrire à la maison du don. Voilà. Vous avez entendu le message, inscrivez-vous et venez donner votre sang à Séné. Là, ce matin, j'ai eu le courrier de l'EFS. Ils espèrent 60 personnes pour le 1er février. D'accord. Donc ça veut dire qu'on peut être 100. Oui. Effectivement, il y a besoin en tout cas. Il y a besoin. Merci en tout cas de donner de votre temps pour organiser tout ça. Effectivement, ça sauve des vies, ça soigne des gens. Ça prend une petite demi-heure. On a le droit à une petite demi-heure. Une demi-heure. 3 quarts d'heure, quoi. Le temps de passer. Pas dire comme ça parce que sinon les gens on est pressés. Non. Ça sert à rien de dire vous passerez en une demi-heure alors que vous passez une heure, quoi. C'est tout. Par contre, je peux dire, on a le droit à des pâtes de fruits après. Ah oui. Ça ouais. Ah oui, vous avez le droit à du gâteau, à tout ce qu'il faut après. C'est pour ça que j'y vais, moi. C'est pour ça que j'y vais. Merci beaucoup, monsieur. Merci à vous pour le tirage. Merci. Et tout dernier témoignage autour de cette idée de partage. Alors, bien évidemment, on est à Grain de Sel et c'est un lieu où on partage tous les jours. C'est le principe même du lieu. Donc, je vais demander à Sophie Neveu de me rejoindre. Sophie, qui est, vous la connaissez déjà bien pour un certain nombre d'entre vous, qui a bien accepté de venir malgré ça. Voilà, on peut rester debout, on va rester debout si tu préfères. Sophie qui fait partie, qui est d'une GLOP, donc qui est une habitante qui participe à la programmation du lieu Grain de Sel dans son ensemble, à la fois de la partie spectacle, mais aussi la partie salle d'expo, et puis tout ce qui se passe aussi en dehors de ces 2 lieux-là. Donc elle prend de son temps personnel pour aller dénicher des spectacles, dénicher des artistes, pour les partager ici. Parce que là aussi, le principe d'un spectacle, c'est de le regarder à plusieurs, parce que le regarder tout seul, c'est comme tout, quand on ne partage pas, c'est moins bon. Un gâteau tout seul, c'est moins bon, et un spectacle aussi. Donc, Sophie, alors, on a fêté les 10 ans de Grain de Sel, là, cet automne, il y a eu pas mal de rendez-vous. Qu'est-ce que vous retenez de cette fête des 10 ans Déjà, moi, ce que je voulais dire, c'est que
il est question de partage ce soir. S'il y a un lieu dans Séné où ont lieu des rencontres et des partages, c'est quand même à Gransel, principalement. Enfin, pour moi, c'est le lieu phare du partage. Et donc, fêter les 10 ans de Gransel, moi, ça s'imposait, parce que c'est un lieu de rencontre, un lieu festif. Ce lieu, ce bâtiment, voit à longueur d'année se dérouler des spectacles, des expos, des activités organisées à la médiathèque aussi. Donc, 10 ans, c'est énorme. Ici, il s'est passé tellement de choses, et je pense qu'il va continuer à s'en passer beaucoup. Donc, vraiment, il fallait fêter ce moment-là. Alors, si j'en retiens, moi, des 10 ans de Gransel, une impression, je dirais, sur toutes ces journées où l'on a fêté les 10 ans, je dirais foisonnement. Parce qu'il y a eu un foisonnement de propositions artistiques ici, une grande diversité. Je crois que ça a beaucoup plu d'ailleurs aux synagogues et aussi aux gens qui sont venus d'ailleurs. Et parce qu'aussi, il y a eu un foisonnement de spectateurs et de visiteurs. Puisqu'on évalue à peu près, pour ces jours de 10 ans, à 2500 personnes qui sont passées dans Gransel pour fêter cela avec nous. Effectivement, c'est pas rien. C'est pas rien. Donc cette fierté, là aussi, parce que ces 10 ans, ils ont été organisés avec les Glopes. Hein. Vous avez été partie prenante, notamment sur et pas que, mais sur un week-end de théâtre amateur que vous avez complètement encadré. Oui. Donc je pense que c'était une aventure assez forte, celle-là. Alors le temps fort de théâtre amateur, oui, c'était une grande nouveauté pour nous. On voulait mettre absolument en avant ce théâtre amateur, parce que évidemment le spectacle professionnel, ça a toute son importance ici. Mais le théâtre amateur, c'est encore une autre dimension. Et dans la notion de partage, je crois que ce n'est pas rien. Dans les communes environnantes, à Séné aussi, on connaît des troupes de théâtre ici. Je crois que la notion de partage, elle est évidente. Donc pour nous, ça a été très important de gérer ce temps fort de théâtre amateur. Il y a eu d'autres propositions artistiques, les capsules artistiques, qui ont rassemblé plusieurs artistes de différentes disciplines artistiques. Je crois que vraiment tout le monde s'y est retrouvé. Tout le monde pouvait trouver quelque chose de passionnant à échanger ici pendant ces fêtes, ces journées de fête. Il y a eu ce bal, on a vu un extrait du bal tout à l'heure. Je crois qu'il y a eu beaucoup de gens heureux de venir ici. Et nous, ce qui nous a rendus heureux, c'est qu'on y a vu aussi des gens qui n'étaient pas tellement habitués à venir dans ce lieu. Et je crois que moi, ce que je souhaite en tant que Globe, c'est de continuer à développer ce goût pour la culture. La culture, c'est pas élitiste. La culture, c'est quelque chose qu'on partage. La culture, c'est oser prendre un risque, à venir voir une expo, à regarder un spectacle. Tant pis, quelquefois on se trompe, mais la culture, c'est ça. Et ça va, le risque n'est pas très grand non plus. Hein. Non, mais je pense qu'il y a encore trop de gens qui n'osent pas franchir les portes. Donc je souhaite que cette expérience des 10 ans aura ouvert aussi les portes de Gransel à plus de synagogues. J'allais demander quels sont les vœux pour 2023, mais ça y est, ils sont donnés à travers ce que tu viens de dire sur le souhait que, effectivement, les gens qui sont venus reviennent et qu'il y a encore tant de passages en ces lieux. Parce qu'il s'y passe vraiment beaucoup de choses. Je vous propose de faire un petit exercice un jour, quand vous aurez le temps. Vous venez vous asseoir dans le hall de Gransel pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, et vous verrez, il se passe toujours quelque chose. Merci Sophie. Merci beaucoup. Merci à tous pour ces témoignages, effectivement, autour du partage. Alors, il y a plein d'autres personnes qui ont des choses à partager et qui pourraient prendre la parole. Je crois qu'il y a surtout Madame la maire maintenant qui a des choses à partager avec nous. Sylvie, à toi. Merci. C'est
vrai que dans le partage, il y a aussi le partage de la parole et que ces témoignages sont précieux. C'est vraiment la vie et que beaucoup d'autres personnes, associations ici ce soir ont aussi à partager beaucoup. Et pour nous, c'est vraiment au cœur du sujet. Donc oui, merci à toutes, merci à tous d'être très nombreux. Merci à Madame la députée, merci à Madame la conseillère régionale, à Monsieur le président du département, aux représentants de nos soldats, aux représentants, aux lieutenants de gendarmerie, à tous les collègues maires du territoire. Merci d'être là. Merci à vous tous et toutes. C'est un honneur pour les synagogues de vous accueillir ici. C'est toujours très très important pour nous dans ce partage d'avoir des gens importants qui sont avec nous ce soir. Donc d'abord et avant tout, une très très belle année 2023. En 2022, si vous vous en souvenez, on avait choisi pour thème l'énergie. On pensait à l'énergie humaine, on pensait à nos énergies. Bon, il se trouve que l'année 2022 a eu l'énergie pour thème de manière très importante, pas automatiquement ce qu'on attendait. Et on s'était dit aussi, 2022, ce sera mieux. Bon, voilà. Et l'an passé, on a quand même repris, hein, disons-le, c'était pas si sombre que ça, on a repris progressivement nos activités, on a des protocoles qui se sont allégés, on a pu reprendre progressivement nos bonnes habitudes, on parlait de la fête de Kérardenne tout à l'heure, avec prudence, petit à petit, on a repris sur un après-midi dansant avec les aînés qui avaient été particulièrement isolés pendant la crise sanitaire. On a repris les réunions publiques, les concertations, en particulier autour du PLU, les travaux de la place Cofornic qui ont été évoqués tout à l'heure. Et puis dans le film, vous avez vu aussi énormément de choses. 2023, là on se dit, 2023, là on y croit. Et on se dit que voilà, ça va être une année où ça va se passer mieux. En tout cas, il y a une chose qui nous semble évidente, c'est que pour que ça se passe mieux, il va falloir partager. C'est vraiment ce qui nous est apparu comme l'esprit et qu'on a d'ailleurs largement disséqué depuis tout à l'heure. Partager, pas dans le sens de on se partage et on divise une galette, ce qu'on va faire tout à l'heure, hein, mais partager dans le sens d'agir ensemble, ce qui est d'ailleurs, puisqu'on est chercher l'étymologie, on travaille à plusieurs, on se prend bien la tête, mais l'étymologie de partager, c'est agir ensemble. Et c'est vraiment de cela qu'il est question. Partager la décision, c'était la première des évidences. On a à ce titre, pour partager la décision, la transparence de la décision politique, les questions directes au conseil municipal. On ne saurait que vous inviter à en poser. C'est ce temps que l'on s'est donné de 30 minutes avant chaque conseil. Et je vous annonce ce soir que pour le prochain conseil, celui du 7 février, David Robot sera notre invité exceptionnel. Le président de l'agglomération sera durant cette demi-heure celui qui répondra aux questions que vous aurez adressées. On a aussi, au titre de ce partage de la décision, ce tirage au sort que l'on met progressivement en place quand on en a l'occasion. Par exemple, quand on a créé la commission restauration, se dire on va tirer au sort des parents d'élèves. Se dire que dans le conseil portuaire, avec la région, quand on a eu à remplacer un usager, eh bien le meilleur moyen, ce qui nous semblait le plus neutre, c'était de tirer au sort. Donc c'est aussi, quand on le peut, d'aller vers cela. Commission restauration, ça fait aussi partie du partage de la décision que l'on crée cette année. Commission restauration sur les repas scolaires avec Christine qui est là et Roland qui tient aussi beaucoup. Il s'agit de partager sur ce qu'il y a dans l'assiette, mais aussi de tout ce qui est autour, les tarifs, les rythmes, les lieux d'accueil. Communiquer sur certains sujets, par exemple sur la 5G, à titre d'exemple de ce que l'on partage et comment on le fait. On avait fait un forum, une réunion publique en mairie. Régis avait été particulièrement investi sur ce sujet. On avait passé un vœu en conseil municipal, la 5G comme quelque chose qui nous questionnait beaucoup. Et d'ailleurs, quand un collectif s'est créé par rapport à un projet, on a beaucoup partagé avec eux sur le sujet. D'ailleurs, ce projet n'a pas abouti, mais ça, on ne va pas relancer le débat ici. Voilà. Faire vivre le conseil municipal des enfants, le conseil des jeunes synagogues. Merci à vous d'être là, quelques représentants ici présents. C'est très très important aussi de faire des actions concrètes et réelles. Il ne s'agit pas seulement d'avoir des gens qui se réunissent que de temps en temps. Vous faites des choses et on les partage. On partage enfin
au sein de l'équipe municipale. Et j'en profite pour les remercier. Ils sont tous là, hein, les élus. Être élu, c'est partager des beaux moments avec les associations, avec vous tous. C'est tirer ensemble à la corde à la fête des 2 cales et gagner. Et on était super contents. Majorité et opposition ensemble. Être élu, c'est aussi être appelé à 6 h du matin sur un accident. C'était encore le cas ce matin. Donc vraiment, je tiens à les remercier. C'est leur premier vœu ici. Et je pense qu'on peut remercier tous ces élus. Je le redis, minorité et majorité ensemble. Partager, c'est partager des liens. Et on aura beaucoup de sujets là-dessus en 2023. Ça va être le lancement de l'habitat partagé au Poulfan, une expérience très très forte que l'on mène avec Bretagne Sud Habitat, ou comment, dans le parc social, on va faire de l'habitat partagé. Comment on partagera des espaces, comment on partagera du projet. Et ça va être un sacré sujet. On va partager autour de l'analyse des besoins sociaux. Hein. Philippe, il travaille beaucoup avec toute l'équipe des élus du CCAS. Travailler sur les besoins des synagogues, les besoins d'accueil en petite enfance. Une enquête va être lancée durant l'année. Et on a aussi une phase et un focus important en lien avec le vieillissement, en lien avec comment vivre dans le grand âge, et comment vivre bien dans le grand âge. Cela va faire partie des choses sur lesquelles on va travailler. La maison des habitants, qui va fonctionner dans ces locaux provisoires, des modulaires on les a déplacés, mais on les a aussi et surtout réisolés et rénovés. Ils accueilleront la maison des habitants pour 2023. Ils accueilleront ensuite le service jeunesse, puisqu'il s'agit de développer des services et de la présence sur tout le secteur du Poulfan. Donc on est sur la livraison ces jours-ci de ce bâtiment. 2023, au titre des liens, c'est aussi le retour du banquet des aînés. On y tient, c'est très attendu et pour nous c'est un moment important. Il y avait une telle ambiance à l'après-midi dansant qu'on a vraiment envie de ce banquet pour y passer encore plus de temps. C'est la reprise des réunions de quartier de manière beaucoup plus systématique et de la semaine du golf comme grand moment aussi, comme grand rendez-vous de rencontre. Au titre du lien, c'est aussi, après avoir partagé les galères du chantier Le DERF, on espère, durant 2023, en partager l'inauguration. C'est aussi, dans ces liens, les liens très forts autour du patrimoine. On a de très très belles créations, animations. Hein. Le beau jeu de la bernache là, qui a fait l'objet de la carte, c'était dans le cadre du patrimoine. Et on remercie Maude Loquet qui fait partie du personnel municipal et qui l'a créé. Ce sont aussi ces belles soirées à Tiana. 2023, c'est la mise à l'eau du Jean et Jeanne. Je les ai vus tout à l'heure, ils sont là, hein, le président de l'association. Et je remercie aussi, et j'en aurai à nouveau l'occasion, tous les cofinanceurs de ce beau projet. Hein, le département et la région sont très aidants, et l'agglomération aussi très très aidant sur ce projet, ce très très beau projet. Au titre des liens, le partage, c'est aussi ces liens sur la sécurité publique. Et je salue particulièrement le lieutenant de Fontaine avec nous ce soir. C'est comment on travaille avec la gendarmerie de manière très régulière. Mais sur ces questions de la sécurité, ce sont aussi nos outils d'alerte, le plan communal de sauvegarde, toutes ces applications pour être au courant sur les différentes crises climatiques, sanitaires. On a fait une réunion en mairie, réunion publique sur le sujet, on était 7. Il y avait 7 élus, il y avait 7 personnes. On s'est dit, mince, c'est vrai que le thème, il n'est pas folichon, ça fait pas super envie, mais ces questions de sécurité et comment on se prépare, le mieux on se prépare, il y avait aussi le document, le dit crime, le mieux on se prépare et puis le mieux on est le jour où ça tombe. Donc on a, par rapport à tout ça, un travail qui demeure à faire. Partager, c'est aussi partager le territoire et l'espace. Donc là, on est en pleine écriture du PLU. C'est vraiment à ce moment-là que l'on en parle. Comment on se partage l'espace sur le logement, l'économie. On ne s'arrête pas aux frontières communales. Hein. On en parle aussi beaucoup au niveau de notre schéma de cohérence, au niveau de l'agglomération. Mais ce PLU, ce gros travail 2023, c'est l'écriture. Quelle place on fait au logement et où on l'a fait? Quelle place on fait à l'économie, hein, parce que notre vitalité, elle a à voir aussi avec de l'économie. Commerce, mais aussi agriculture, mais aussi ostréiculture, mais aussi activité artisanale. Quelle place on y fait et le PLU doit nous y aider. C'est aussi dans ce partage de l'espace un partage de la voirie. Donc là, on va avoir en 2023
une création de pistes, une amélioration de pistes sur le Gois Vert et un lien direct entre la sortie du Pont-Lys et la place Cofornic qui permettra de mieux circuler, de mieux connecter à vélo dans le bourg. On est aussi sur une réflexion sur le 30 km/h. On l'a vu tout à l'heure pour Limur, mais de manière plus générale, et je parle devant Anne Gallo qui à Saint-Avé, sur tout le secteur urbain, introduit le 30 km/h. C'est pour nous la réflexion qui se lance en 2023. C'est enfin, et j'en remercie l'agglomération sur ce partage des voiries, le lancement des études pour les continuités cyclables et le bus en site propre, route de Nantes et Cousteau. Donc là, on va intégrer ce schéma directeur qui se dessine au niveau de l'agglomération. Au titre de notre espace, c'est aussi après avoir fait Cofornic, dans cet esprit de verdissement et de place pour les piétons, les enfants dans la ville, parce que quand on pense à cette amélioration, on pense aussi à comment les enfants se déplacent dans notre ville. Donc après avoir fait Cofornic, c'est la rue des Écoles qui va passer à cette moulinette. Donc on a lancé, et le cabinet qui nous accompagne va être désigné très prochainement, lancé la concertation de la même manière qu'on l'a menée pour Bézidel. Partager le territoire, c'est le partager aussi avec de nouveaux arrivants. Et c'est un plaisir que d'avoir la création de 250 logements à Bézidel. C'est un nouveau quartier qui est en train de sortir de terre. 250 logements, dont 70 logements locatifs sociaux. Eh bien, ces nouveaux synagogues commencent à arriver. Donc ça va être à nous tous, et quelques nouveaux synagogos sont avec nous ce soir. Donc c'est à nous tous qui sommes là depuis un peu plus longtemps de les accueillir dans cette nouvelle commune, et à nous aussi, commune, de leur proposer les services. Partager l'espace, c'est partager la cale de Bararac. En parlant d'un petit espace bien contraint et bien compliqué, 2023 pour Bararac, c'est une amélioration des arrêts minutes, stationnement PMR et des toilettes. C'est très trivial, mais c'est très attendu. Partager, c'est partager un environnement exceptionnel et fragile quand on est à Séné, mais y compris quand on est dans pas mal d'autres communes de notre parc naturel régional. Donc partager cet environnement, c'est établir un atlas de la biodiversité communale pour inviter les novices et les plus passionnés à découvrir la biodiversité. C'est se pencher sur notre trait de côte, 47 km d'un littoral bousculé par les événements climatiques. Et là, on a un très gros travail, et avec le PNR et avec les services de l'État, parce qu'à un moment, la servitude littorale, ça a un sens. Et 2023 sera un travail étroit avec le service dédié de la DDTM. Port-Anna, c'est aussi un endroit où on va passer du temps en 2023, déjà parce qu'on va y vivre la semaine du golf, et que c'est toujours un très grand rendez-vous, surtout quand elle n'a pas eu lieu depuis 4 ans. Et Port-Anna, c'est aussi pour 2023 le lieu où on va mener une vaste étude sur le futur, le projet, en lien avec la région, puisqu'on a un travail, on a à se projeter. Port-Anna, où on va? Qu'est-ce qu'on fait? C'est aussi partager cet environnement. La réserve naturelle, je le dis comme une évidence, mais rappelons-le, la réserve naturelle, un quart du territoire de notre commune. Je ne peux qu'inviter ceux qui ne seraient pas allés depuis longtemps à s'y rendre dès sa réouverture le 1er février. C'est partager, au titre de cet environnement exceptionnel, un milieu très sensible aux pollutions qui est la mer. L'ostréiculture est aux premières loges. On en a parlé tout à l'heure, j'ai vu une ostréicultrice présente ici, est aux premières loges pour constater et souffrir. Et malgré les efforts sur l'assainissement, je rappelle, 2 millions d'euros avaient été faits sur le précédent mandat au titre de l'assainissement, un peu moins sur l'eau, 1,8 million sur l'eau. C'est une mission qui est désormais assurée par l'agglomération. Pour autant, elle est suivie de très près. On travaille étroitement sur le sujet. Il y a un plan qui est ambitieux. Après, on a toujours, et quand on a les crises que l'on vit, que l'on traverse, et pas seulement à Séné sur cette question de la qualité de l'eau, on lit tout ce journal, on a un travail à faire avec l'agglomération, une réunion est prévue d'ailleurs très très prochainement, mais c'est un sujet qui revient, il y a un plan ambitieux, c'est la question de l'accélérer, je le sais bien, on voudrait toujours mieux faire par rapport à ce sujet. On est à leur côté. Et c'est aussi la fragilité de nos pratiques agricoles dans un contexte de changement climatique. L'été qu'on vient de vivre a mis à rude épreuve les éleveurs, les cultivateurs et les maraîchers. Ça a été très très compliqué. Plus largement, c'est la place de l'agriculture à Séné qui est au cœur du projet de notre PLU, notre programme local d'urbanisme, notre plan local d'urbanisme.
C'est mon dernier chapitre. Partager et économiser les ressources. Puisque dans le contexte que nous vivons, on pense en tout premier lieu au plan de sobriété, avec pour 2023 l'étude préalable aux travaux qui va être menée dans nos groupes scolaires, nos crèches et la mairie, afin de mener les travaux qui vont être nécessaires. Nous avons pris les mesures, comme nombre de mairies, les mesures de baisse de 10% de la consommation, mais on sait qu'il va falloir y aller encore un peu plus loin. Si ça peut vous rassurer, de par notre marché groupé avec Morbihan Énergie, la commune de Séné est dans cet achat groupé et dans ses prix garantis jusqu'au 31 décembre 2023. Donc on n'est pas face à cette explosion dont vous entendez parler peut-être pour d'autres collectivités. Pour autant, le contrat est en train de se renégocier et il se renégociera plus cher. Donc on a, juste avec cet achat groupé, un peu plus de temps pour se préparer, mais à quelque chose qui est inéluctable, qui est une augmentation conséquente des prix de l'énergie. On a, par rapport à ces ressources, la question des déchets, puisque d'une certaine façon, faire moins de déchets, c'est aussi économiser la ressource. Donc nous aurons, durant tout 2023, les nouvelles consignes de tri de l'agglomération, beaucoup d'actions qui vont être adressées à tout le monde, sur les composteurs, sur les nouvelles pratiques. Je ne peux que vous inviter à y être attentifs. Ce sera un très bon moyen d'économiser la ressource. Et enfin, parce que c'est de ça qu'il s'agit aussi quand on est élu, partager les ressources financières, c'est-à-dire nos impôts. Je ne dis pas vos impôts, nos impôts. Nous, élus, on est contribuables comme nous tous ici. Et pour ça, on poursuit la gestion rigoureuse qui est menée depuis fort longtemps à Séné, et qui est de faire vivre notre commune avec des services municipaux de qualité. Il ne s'agit pas non plus de tout couper, tout arrêter. On a des services municipaux de qualité, et je profite aussi de ces vœux pour remercier l'ensemble du personnel qui mène vraiment un travail au service des synagogues de grande qualité et mener les investissements nécessaires à l'ensemble des synagogues. Et y compris ceux qui nous rejoignent. Je parlais tout à l'heure de créer un nouveau quartier, il faut faire ce qui va avec. Et avec les collègues ici présents, il faut vraiment que vous soyez persuadés qu'on aurait envie de dire oui à toutes les propositions et à soutenir tous les projets. Les élus qui sont ici le savent, on aurait vraiment envie de dire oui à tout. Mais c'est aussi faire des choix que d'être élu, que de gérer. On les fait, on essaie de le faire toujours en lien et dans ces discussions et dans ce dialogue. Et on le fait, on est aussi aidé pour mener les projets malgré tout au-delà de nos seuls moyens par les subventions et les aides de nos partenaires. Et donc je vais profiter et leur passer la parole d'ailleurs. Ces partenaires qui sont l'agglomération, le département, la région, l'État, qui nous aident pour rendre possible les projets que nous avons à mener. Donc je les remercie d'avance, je les applaudis d'avance aussi, puisqu'ils vont prendre la parole devant vous par ordre protocolaire. Merci à vous d'être là, et encore une fois, bonne année. Et par ordre protocolaire, je crois que, en l'absence d'orateurs déclarés pour l'agglomération, c'est le département. Oui. Vous le savez mieux que moi, donc je vous laisse. Vas-y. Je le fais dans le sens qui monte, tu vois. Non, ouais. Comme je ne suis pas présidente de région, je prends la parole avant monsieur le président du département. Voilà. Oh là là. C'est pas grave. Oh là là, non, je fais confiance. Madame la maire, chère Sylvie, merci de ton accueil. Madame la députée, monsieur le président du département, ma chère collègue conseillère départementale, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants du clergé, des forces de secours, des forces de l'ordre, mesdames et messieurs les présidents d'associations, mesdames et messieurs, chers synagogues et synagos. En tout cas, je vous remercie de m'avoir convié à votre traditionnelle cérémonie des vœux de Séné. Ça fait du bien de revenir. Et c'est avec plaisir, bien entendu, que j'ai répondu à ton invitation, Sylvie.
Permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter, au nom de notre président de région, Loïc Chenet-Girard, en mon nom propre également, une très belle année. Que 2023 soit la plus apaisée possible, que ce soit une année généreuse, chaleureuse, travailleuse, car nous aurons une fois encore beaucoup de sujets d'importance sur la table. Guerre à la porte de l'Europe, qui nous rappelle à quel point la liberté et la démocratie sont toujours à défendre. Augmentation, tu l'as dit, du coût de l'énergie, baisse du pouvoir d'achat, qui nous rappelle aussi l'importance de la solidarité. Dans ce monde brutal, angoissant pour beaucoup d'entre nous, l'engagement au service de l'intérêt général aura encore plus de sens que jamais en 2023. L'intérêt général de nos villes, de Séné, de la Bretagne, de la France, de l'Europe, se renforçant d'ailleurs les uns les autres. Et l'intérêt général n'est pas la défense des intérêts particuliers, aussi juste soit-il. C'est le dépassement des causes et pas la concurrence entre les causes qu'il nous faut rechercher. Ne cherchons pas toujours à opposer. Concentrons-nous plutôt pour trouver des chemins communs et construire ensemble notre avenir. Et les enjeux sont importants, voire énormes. L'engagement derrière un projet de société au service de chacun d'entre nous, d'entre vous, et en particulier des plus fragiles. Un engagement basé sur l'intelligence, sur le meilleur de nous-mêmes et pas sur les émotions, comme tu l'as dit tout à l'heure, sur le populisme, sur l'idée qu'il faut rabaisser l'autre pour émerger. Nous devons justement lutter contre toutes les formes de repli sur soi et justement votre sujet, votre thématique cette année est extrêmement importante, le partage, particulièrement dans ces moments compliqués, dans ce contexte que nous connaissons. Et comme le disait Martin Luther King, nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir ensemble comme des idiots. La région Bretagne, elle, est une région dynamique, active, entreprenante, qui donne de la force et de la confiance. Notre potion magique, c'est ce formidable sentiment justement de partager un destin commun. C'est une région proche de son territoire, qui travaille pour et avec les Bretonnes et les Bretons. C'est une région qui travaille à sa souveraineté, tu en as parlé, notamment dans le domaine de l'alimentation, avec le bien manger, ou l'aide à l'installation de 1000 agriculteurs par an en Bretagne, ou encore l'énergie avec l'aboutissement en 2023 du projet d'éoliennes en mer au large de Saint-Brieuc. Ceci n'est pas anecdotique, c'est un projet de 10 ans qui permettra justement de sécuriser notre énergie et diminuera nos factures. Enfin, nous ferons tout pour maintenir le service public régional et la qualité de ce service public. C'est comme ici à Séné, un bien commun. Les fortes baisses de nos ressources régionales ne se traduiront pas justement par une baisse de qualité de nos services et de nos actions. Nous serons toujours aux côtés des territoires. Je pense au transport, les TER, le ramassage scolaire, les liaisons interurbaines, les liaisons maritimes, les ports, les lycées, avec localement notamment les projets de réhabilitation de Le Sage, du nouvel internat à Jean Guéhenno, à la culture, au sport, à la jeunesse, mais aussi, comme ici à Séné aussi, à la préservation de la biodiversité, à la fibre, qui sera terminée en avance. Nous avions prévu une échéance à 2030 et nous serons au rendez-vous de 2026 dans chaque logement de Bretagne. Oui, nous avons de la chance de vivre en Bretagne. La Bretagne est un territoire qui avance, qui innove en permanence avec vous et pour vous. La Bretagne est un territoire solidaire, un territoire d'engagement avec des gens de conviction et d'action. Et je suis sûre de pouvoir compter sur chacun d'entre vous, sur vous les synagogues et les synagos, pour offrir à la Bretagne de très belles perspectives pour 2023. Donc je vous souhaite à nouveau, à toutes et tous, ainsi qu'à vos proches, une très belle année 2023. Très belle année à tous et Blovesmat. Peut-être un tout petit peu bas. Madame la maire,
Mesdames et messieurs les membres du conseil municipal, les adjoints au maire et conseillers municipaux, madame la députée, madame la vice-présidente du conseil régional, madame la conseillère départementale et cher binôme, monsieur le représentant de la gendarmerie nationale, monsieur le représentant des armées, mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs les présidents d'associations, chers synagogues et chers synagogues, qu'il fait bon de se retrouver dans toutes nos communes pour ces traditionnelles cérémonies de vœux, là où, depuis 3 ans, on n'en a pas connu. Et pour un certain nombre de maires, nouvellement élus en 2020, c'est d'ailleurs, pour la plupart d'entre eux, leur première vraie cérémonie de vœux. Et donc, on retrouve ce qui fait finalement nos fêtes un peu républicaines, auxquelles nous sommes toutes et tous très attachés, parce que c'est un grand moment de partage. Et j'ai cru comprendre que, si j'ai bien suivi, que le partage est le fil rouge de cette réunion. Et ce partage, il se fait aussi à travers ces vœux, parce que partout en France, chacun est attaché finalement à la commune qui est la sienne. C'est le territoire vécu, et les maires sont les élus les plus populaires de la République. Et c'est finalement logique. Alors je le dis presque avec une nostalgie, moi qui ne le suis plus, mais c'est vrai que les maires sont au quotidien, et comme tu l'as dit, pour les bonheurs, pour parfois aussi les malheurs et les difficultés qui sont là, mais le maire est l'élu de confiance partout. Et moi je voudrais vous féliciter ici au conseil municipal et féliciter votre maire pour les actions que vous menez. Alors nous, au niveau du département, bien sûr, on essaie de vous accompagner dans ce que vous faites, dans un monde qui est quand même très compliqué, ça vient d'être rappelé, crise du Covid, chaos climatique, guerre en Ukraine, et tu viens de le dire, effectivement, Anne, eh bien c'est assez anxiogène pour nos concitoyens, mais nous avons, par notre action, nous essayons de faire en sorte que, localement, les choses aillent bien, et que, s'agissant du département du Morbihan, qui a, parmi la première de ses compétences, celle du social, qu'on ne laisse personne au bord de la route. On a des compétences en matière de personnes âgées, de personnes en situation de handicap, d'insertion ou de protection de l'enfance. Et je le dis, on a une dégradation au niveau de la protection de l'enfance qui n'est pas normale. Et donc nous mettons les moyens significatifs, humains, financiers pour accroître notre intervention. Nous avions dit que ce mandat sera celui du social. C'est celui du social quand on voit effectivement les moyens que nous mettons en œuvre. Je voudrais très rapidement traiter 4 sujets, mais je ne vais pas être très long et je vous rassure. Le premier, c'est le schéma des mobilités. Nous avons choisi au département du Morbihan de voter, ce sera en juin prochain, un schéma des mobilités qui intégrera naturellement les mobilités routières, mais aussi toutes les mobilités douces, et je vais y revenir parce que nous avons eu des discussions aussi avec votre maire. Nous avons des grandes priorités aussi en termes de sécurisation de nos axes routiers pour que la sécurité routière s'invite et que nous puissions résoudre des sujets sur nos routes départementales, voire, et je regarde Anne Gallo qui est aussi concernée, le secteur du Lisiec est un secteur majeur de blocage dans ce département, si ce n'est le secteur majeur, et nous poussons ensemble entre l'agglomération, les communes de Vannes et Séné et le département pour aboutir avec la région et effectivement l'État pour qu'on soit au contrat de plan État-région sur ce plan important. On est presque à 70 millions et naturellement le département sera au rendez-vous de ce sujet. Mais on a souhaité aussi que, quelque part dans notre logiciel au département, nous intégrions aussi très fortement les mobilités douces. Et Dieu sait si ici à Séné, depuis longtemps, vous êtes une commune en avance. J'ai regardé le classement au niveau de la FUB. Vous êtes très bien classé, si ce n'est l'une des premières communes ou la première quasiment en Bretagne. Donc félicitations pour tout ce qui a été fait parce que c'est un travail de longue haleine. Et ici, Séné est réputé pour l'ensemble de ses pistes. Mais il faut encore continuer. Donc nous avons 2 dispositifs. Le premier qui est un soutien financier à vos projets, que ce soit en piste cyclable avec 30% de financement, que ce soit dans les ouvrages de franchissement avec 50%, mais aussi, et ça va être nouveau, dans la prise de compétences directes sur de la maîtrise d'ouvrage départementale sur des pistes cyclables, notamment en accompagnement de routes départementales. Et nous travaillons avec les agglomérations, ou les communautés de communes. On les a toutes rencontrées, il y en a 13. On a une prochaine rencontre avant de pouvoir aboutir sur un schéma conjoint entre les communautés et le département du Morbihan. Et nous y mettrons naturellement les moyens nécessaires et c'est important. Nous avons aussi une ambition en matière de transition. C'est une absolue nécessité partout, on le voit. Je parlais tout à l'heure du chaos climatique, c'est une réalité. Et donc, nous avons tous individuellement,
des efforts à faire, mais aussi collectivement et aussi pour les élus dans les collectivités dont ils ont la charge et pour ce qui me concerne au niveau du département du Morbihan. On a lancé un plan d'investissement très ambitieux, alors qu'il n'est pas que sur de la transition, d'1 milliard d'euros pour les 6 ans à venir, mais aussi dont une partie importante va concerner la rénovation énergétique de l'ensemble de nos bâtiments, de nos collèges, de nos 360 bâtiments appartenant au département du Morbihan, pour que, là aussi, nous soyons au rendez-vous. On pourrait discourir des heures sur les raisons de la crise énergétique ou les mauvais choix ou les zigzags depuis 10 ans en termes de politique énergétique au niveau de l'État. Toujours est-il qu'il nous faut agir et que la meilleure énergie, c'est d'abord celle qu'on ne consomme pas. Et à côté de ça, il faut favoriser la production d'énergie locale et faire en sorte aussi que le nucléaire soit toujours présent dans ce pays. Nous avons grandement besoin. Mais en matière de transition, nous avons aussi décidé d'augmenter les crédits affectés aux enjeux d'espaces naturels sensibles et de biodiversité de 25%, et ce, dès le budget 2023, parce qu'il y a une envie de nature. Alors ici, vous êtes les pionniers, sans doute aussi depuis très longtemps, avec la réserve, avec tout ce que vous avez fait sur les sentiers piétons. On a eu l'occasion avec votre maire d'inaugurer aussi ces plattelages ou ces passerelles que nous avons faites pour préserver des éléments de biodiversité. Nous serons aux côtés des communes sur ces enjeux-là pour continuer à vous accompagner. Troisième point, c'est celui de l'habitat. Tu en as parlé tout à l'heure, je crois, Sylvie. C'est essentiel que dans ce département, qui est très attractif, alors c'est très bien, mais l'équilibre est par définition une situation précaire. Et notre ambition à tous élus, c'est de faire en sorte que nous puissions continuer à accueillir de la population, mais à faire en sorte aussi que tout le monde puisse rester habité dans le département du Morbihan, sur tous les territoires de notre département. Et pour ça, nous avons créé donc Morbihan Habitat depuis le 1er janvier dernier, par fusion des 3 offices publics de l'habitat, celui du département, de l'agglomération de Vannes et de l'agglomération de Lorient. C'est un effort considérable. Près de 35 000 logements vont être gérés par Morbihan Habitat. Et hier après-midi, avec les 2 présidents d'agglomération, David Robot et Fabrice Loher, on a travaillé toute l'après-midi sur la stratégie départementale en matière d'habitat. Ce que nous sommes aussi convaincus, c'est qu'il faudra que collectivement, nous y consacrions plus de moyens. Ce sera notre cas. Et nous souhaitons que dans les assemblées respectives des 2 agglomérations et du département, on ait un débat très fort sur ce sujet. C'est fondamental qu'en matière d'habitat, nous soyons naturellement aussi au rendez-vous. Et puis, dernier point, c'est celui de la solidarité territoriale, puisque la loi confie au département le soin d'organiser la solidarité territoriale, de faire en sorte finalement que dans tous les territoires de ce département, on puisse bénéficier du soutien de département. Nous sommes l'un des départements, pour ne pas dire le département de France, qui aide le plus les collectivités territoriales. Alors on le peut parce qu'on a les finances pour ça, parce que nous avons hérité d'une bonne situation et que vous connaissez qu'au département, les boulons sont serrés depuis très longtemps. On va atteindre un taux de désendettement jamais atteint avec simplement 100 millions de dettes pour le département. Et donc, on peut investir auprès des collectivités territoriales. Ici, ce sont, par exemple, 367 000 euros d'aides directes qui ont pu être versées cette année. C'est 835 000 euros d'aides diverses sur la commune de Séné, en plus des missions qu'on remplit habituellement, pour rendre possible ce qui est souhaitable et d'accompagner les projets de vos élus. Et c'est à eux de définir les projets. Nous, on est là pour finalement les accompagner. On continuera de le faire, que ce soit bien sûr au niveau des communes, mais aussi au niveau des associations. Philippe Carlidou en parlait tout à l'heure avec ce beau projet d'Amini synthétique. Alors, il est venu me voir 2 fois parce qu'on avait dû se tromper sur l'équation la première fois où ça coûtait un peu plus cher que prévu. Donc, il est venu une 2e fois et on a accompagné aussi ce projet, mais comme beaucoup d'autres associations, synagogues, tout à l'heure tu parlais du Jean et Jeanne et plein d'autres, c'est notre rôle aussi d'accompagner bien sûr les collectivités, mais aussi donc l'ensemble des associations, et nous continuerons de le faire. Je ne veux pas être beaucoup plus long, mais simplement pour vous souhaiter en mon nom, mais aussi au nom de ma binôme Anne Giano, puisque depuis notre élection, on n'avait pas eu l'occasion de s'adresser à vous, et on vous remercie d'ailleurs de nous avoir mis en tête ici à Séné. Eh bien, vous adressez à toutes et à tous nos vœux les plus chaleureux de bonne et heureuse année 2023, qu'elle soit pour vous une belle année, qu'elle vous permette de réaliser vos rêves. Et je le dis toujours, il faut avoir des rêves dans la vie. On ne les réalise pas tous, mais si on n'en a pas, on est sûr de ne pas les réaliser. Donc il faut en avoir et croire aussi dans l'action locale. Une nouvelle fois, saluer aussi la municipalité,
lui souhaiter bon vent et pleine réalisation des projets qui sont les siens. Nous serons toujours à vos côtés et bonne année 2023 à toutes et à tous. Merci. Oh oui, c'est impressionnant. Il y a du monde. Bonsoir à toutes et à tous. Madame la maire, merci pour votre invitation. Bonsoir à toutes et à tous, et notamment aux élus du conseil municipal. Alors, je ne vais pas donner tous les grades, je vais simplement dire à toutes les personnes présentes en vos grades et qualités, et je m'adresserai plus particulièrement aux synagogues et aux synagos, puisqu'on est chez vous. D'abord, je vous remercie parce qu'effectivement, en ce qui me concerne également, c'est la première fois que je reviens depuis l'élection des législatives, c'était le 19 juin. Je suis ravie d'être parmi vous, et ça me donne l'occasion, puisque la thématique est le partage, eh bien, de partager avec vous ma vision de ma mission et du rôle que je compte jouer auprès de vous, habitants, mais aussi toi et ton équipe municipale. Ça me paraît important parce qu'avant, moi, la vice-présidente du conseil régional a présenté les enjeux, les points forts, l'attractivité de notre région. Le président du département a également cité un nombre d'enjeux. Et bien après, je dirais que je fais partie de la team, celle qui, normalement, doit faire le lien entre le local, parce qu'avant tout, je reste une élue locale. J'ai été élue locale à Vannes depuis 2008, et je reste, je compte bien rester, dans l'esprit en tout cas. Donc le lien entre ce qui se décide ici, ce qui se fait ici, les projets dans vos communes, sur ma circonscription, et le national. Et je pense que plus que jamais, David Lapartien l'a dit tout à l'heure, c'est extrêmement important finalement peut-être de se recentrer sur les territoires. La mondialisation effraie, les transitions, je dirais les changements qui s'opèrent dans nos sociétés effraient, angoissent un certain nombre de nos concitoyens. Et donc parallèlement, on a tendance à se recentrer sur son territoire. Et bien écoutez, moi ça me va bien, ça me va plutôt bien comme façon de travailler. Alors comment je peux vous accompagner, vous habitants et vous équipe municipale de Séné? Eh bien, accompagnez vos projets, ils sont nombreux. Je partage et je me sens capable en tout cas de m'associer à vous sur un certain nombre de projets parce que beaucoup de projets sont les valeurs que je porte moi-même, notamment en termes de transition, en termes de développement durable, en termes de solidarité également. Donc tu sauras et vous saurez me trouver à vos côtés pour défendre vos projets. Ça se défend où un projet quand on est député? Ça se défend ici au local également. Hein. On a eu un représentant de l'État qui s'appelle le préfet et donc régulièrement je vais avec le préfet échanger sur les dossiers des communes. Je l'ai encore fait pour quelques dossiers communaux cette semaine au niveau de la préfecture et on échange pendant 1 heure. Donc bien sûr, n'hésitez pas à me confier des projets majeurs que je peux aller défendre, soit sous des aspects financiers, parce que parfois il faut se battre pour avoir un peu de finances, parce que ce qu'on donne à l'un, forcément c'est en moins pour l'autre, donc il faut vraiment se battre, mais aussi sur des vigilances, des points de vigilance. Mais c'est également, et c'est comme ça que je conçois ma mission finalement, montant et descendant. Donc ça veut dire également que je pars à Paris, et c'est le cas régulièrement depuis que je suis élue, parce qu'on a été mis dans le bain, vous l'avez vu très vite, eh bien des dossiers de ma circonscription que je vais défendre auprès du ministère. Et ce que je peux vous dire, c'est que j'ai constaté quand même que le contexte actuel fait que quand on a des dossiers bien ficelés, quand on est convaincu par un projet, on arrive à faire bouger les lignes. C'est comme ça, par exemple, que sur les logements, on a réussi à faire voter un texte très rapidement sur la décorrélation entre les taxes foncières, sur donc la taxe foncière et les taxes d'habitation que les maires demandaient fortement. Donc on a réussi à le faire. Maintenant, il faut qu'on ne lâche pas le dossier parce qu'il y a le décret qu'on attend toujours. Par exemple, ça c'est un exemple. Un autre exemple, c'est de choisir que notre territoire, notre circonscription, je pense que la totalité de sa circonscription mériterait de l'avoir, ce statut de zone tendue, puisque ça donne des latitudes aussi aux municipalités pour avoir une politique de logement adaptée. Vous voyez, donc c'est descendant et montant. Donc les échanges seront permanents, si tu es d'accord Sylvie, et avec l'équipe bien entendu, pour au fur et à mesure connaître les projets qui sont les vôtres, parce qu'il faut aussi
anticiper. C'est-à-dire que ce n'est pas la dernière minute qu'on défend un projet, ni au niveau des ministères, ni au niveau de l'État, ici à la préfecture. Ensuite, je dis que c'est descendant dans le sens où je dois moi également aussi partager avec vous les projets qui sont dans les tuyaux. C'est extrêmement important. D'abord, nous, ça nous permet de garder les pieds sur terre. Les députés, c'est ce que je souhaite, moi, être en tout cas absolument ancré dans le territoire, vous l'aurez compris. Et donc, pour ce faire, de temps en temps, je viendrai aussi vers vous, vers votre équipe municipale, pour vous expliquer les projets qui sont dans les tuyaux. Ça me permet notamment de voir sur le terrain comment on réagirait si tel texte passait. Je l'ai déjà fait plusieurs fois. Il y a eu des vigilances qui ont été faites. Donc c'est un mode de fonctionnement qu'on ne pourra pas toujours faire, évidemment, parce qu'il y a des grands textes pour lesquels, malheureusement, ma simple voix ne portera sans doute pas à la modification. Mais malgré tout, ça nous permet de passer des amendements et donc de rectifier parfois les textes. Donc c'est également comme ça que j'entends travailler. Et je le fais régulièrement déjà, puisque je vous informe des réformes, des projets, des projets de texte ou des avis dont j'ai besoin du terrain. Il y a bien sûr des sujets, moi, que je souhaite porter plus particulièrement. Je suis députée du Morbihan, membre de la commission défense, c'est un choix, parce qu'à la fois, je me suis dit, quand j'ai dû choisir la commission à laquelle j'allais appartenir, je me suis dit, si je choisis une commission très, finalement, connotée économie, par exemple, agriculture, développement durable, je trouvais que ça me privait, finalement, de m'engager sur l'ensemble des sujets à enjeu de ma circonscription. Il se trouve que j'ai une expertise dans le domaine de la défense, notamment sur la cybersécurité, et que nous avons un fabuleux régiment qui s'appelle le 3e RIMA, ici, à Vannes, et j'ai trouvé tout naturel pour travailler dans cet environnement depuis plusieurs années, et parce que c'est un sujet régalien, eh bien, de donner ma connaissance, mon expertise, ma position, finalement, sur les sujets de défense au niveau national. Et j'y contribue au niveau de l'État, avec les membres de la commission. Ce qui me donne le droit, du coup, d'être très libre de m'engager sur tous les sujets d'importance de mon territoire, et ce que je fais sans modération, je peux vous dire. Ça veut dire que les sujets sur lesquels je travaille actuellement, mais ce sera évolutif, évidemment, au fur et à mesure du mandat. En ce moment, en tout cas, depuis les 6 premiers mois, le sujet numéro 1 sur lequel je me suis engagée et qui concerne toutes les communes de la circonscription, c'est le logement. David Lapartie en a parlé. Anne Gallo en a parlé également, puisqu'on sait que la région est très attractive, donc il faut qu'on pense, et j'espère qu'effectivement il y a de quoi pleurer quand on voit l'état des logements. Voilà, donc le logement. Il y a un deuxième sujet également, c'est finalement d'accompagner les conséquences parfois négatives de l'attractivité de notre territoire. Il y a le logement, bien entendu, mais il y a également le partage de l'espace, les transitions énergétiques, la protection de l'environnement, de la biodiversité. Donc tous ces sujets-là, ce sont des sujets sur lesquels je suis également très engagée, vigilante au niveau national, et nous venons de passer, avant les fêtes, un texte sur les énergies renouvelables que nous allons normalement voter en vote solennel mardi soir. Eh bien, c'était un texte extrêmement important où, sur ce sujet-là, j'ai été également très très présente dans l'hémicycle, puisque, vous l'aurez remarqué, dans certains cas, ça se joue à quelques voix. Donc il faut vraiment être très 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 présent dans l'hémicycle. Il n'empêche que je suis également ici, beaucoup. J'essaie, du moins, en tout cas, de partager le temps. Ce que je veux vous dire simplement, c'est que vous pouvez compter sur moi. Et vous, en tant qu'habitant, sachez que ma permanence, elle est rue Thiers à Vannes. Ma porte, elle est ouverte. Vous pouvez prendre rendez-vous. Il n'y a pas de sujet, finalement, qui ne soit pas digne au moins d'intérêt ou d'études. Il y a toujours des possibilités. Parfois, on pense que c'est compliqué, notamment parfois avec les administrations publiques. Avec des situations personnelles liées au logement, liées à, je dirais, ça peut être des sujets vraiment très spécifiques. Eh bien, venez en tout cas en parler. Au mieux, je dirais, je le réglerai directement. Au pire, je transmettrai ce dossier à d'autres organisations qui seront à même de vous accompagner. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Je vous souhaite en tout cas à toutes et à tous une très belle année 2023. Je suis ravie d'être là et c'est toujours un plaisir de venir. Je suis contente d'avoir mon voisin, l'organisateur des Fêtes des Deux Câbles, parce que c'est là où effectivement j'avais eu le plaisir d'y participer. C'est un événement vraiment exceptionnel. Et puis vous êtes dans une ville, une commune tellement belle qu'effectivement il faut qu'ensemble, eh bien, on trouve les solutions entre la région, le département, l'État,
pour préserver l'espace fantastique où vous vivez et vous avez envie de vivre encore longtemps, je le pense. Voilà, je vous remercie en tout cas beaucoup pour votre accueil. Merci Anne, merci à tous ceux qui ont pris la parole. Joël Labbé aurait pu conclure, mais ça nous aurait fait une petite demi-heure supplémentaire. Mais je l'adore, non, j'adore Joël, dites pas que j'ai dit ça. Il est à Sulnia, il voulait vraiment être là. Alors, là, on va, si vous le voulez bien, aller en face, on va retourner à la cantine, on va aller manger la galette qui a été faite par la cuisine centrale de Tex, très bel exemple d'entente et de collaboration intercommunale. Donc la bonne galette en face à la cantine. À tout de suite, on va trinquer.